Il y a une question qu'on pose aux enfants dès qu'ils sont en âge de répondre. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ? Médecin, ingénieur, avocat, pompier, on leur demande ce qu'ils veulent faire. Jamais pourquoi. Jamais pourquoi. Et on grandit avec cette idée que le sens de notre vie professionnelle est dans ce qu'on fait. Le métier, le titre, le secteur. Mais j'ai appris quelque chose. Et j'ai appris ça pas en lisant un livre, pas dans une formation. J'ai appris ça en distribuant des repas, en donnant des cours gratuits, en siégeant au conseil d'administration d'une ONG depuis 6 ans. Le sens n'est pas dans ce qu'on fait. Il est dans pourquoi on le fait et pour qui. Alors, tu travailles. Peut-être beaucoup, peut-être bien, peut-être avec succès, selon les critères que le monde utilise pour pouvoir mesurer le succès. Et pourtant, il y a des jours où tu te demandes à quoi ça sert vraiment. Pas de façon dramatique, juste une question discrète qui passe. Pourquoi je fais tout ça ? Et tu n'as pas vraiment de réponse claire. Ou tu en as une, mais elle appartient à quelqu'un d'autre. À tes parents, à la société, à l'idée que tu t'es faite du succès à 20 ans. Si cette question te traverse, même rarement, même de manière fugace, cette vidéo est pour toi. Parce qu'on va parler aujourd'hui de quelque chose de fondamental. Pas comment trouver le sens de ta vie, comment le créer, activement, délibérément, à partir de ce que tu es vraiment. Alors depuis que je suis petite, mes parents m'emmenaient avec eux dans des projets sociaux. Pas pour m'éduquer, pas pour me donner une leçon de morale. C'est simplement ce qu'ils faisaient. Et je les suivais. J'ai grandi avec cette idée naturelle, presque instinctive, que donner faisait partie de la vie. Pas comme un sacrifice, mais comme une évidence. Puis je suis entrée dans le monde du travail. Et j'ai continué, en parallèle, à côté, en plus. Offrir des repas, donner des cours gratuits, lever des fonds, participer au lancement de projets dans l'éducation, aider des victimes de catastrophes naturelles, animer des workshops dans des ASBL, des ONG, jusqu'à rejoindre le conseil d'administration d'une ONG, un poste que j'occupe depuis 6 ans, encore aujourd'hui. Ce n'était pas une stratégie de personal branding, ce n'était pas du bénévolat corporate pour pouvoir cocher une case RSE, c'était ma bulle d'oxygène. Et c'est en devenant travailleuse à temps plein, en ayant des semaines où ces projets disparaissaient parfois sous la pression du quotidien professionnel, que j'ai compris quelque chose. Sans ces moments où je donnais, aidais, contribuais, sans calcul, sans argent, dans toute leur pureté, je m'éteignais, progressivement, silencieusement, comme une flamme à qui on coupe l'oxygène. Et ce jour-là, j'ai compris que le sens n'était pas quelque chose que j'allais trouver dans ma carrière, c'était quelque chose que je portais depuis l'enfance, et que j'avais failli étouffer sous les cases à cocher, les objectifs de chiffre d'affaires. Alors quand j'ai créé ma première entreprise, j'ai pris une décision. Tous mes employés auraient 12 jours de congés payés par an pour s'engager dans un projet social de leur choix. Pas une politique RH, une conviction. Et j'adorais ces jours où ils rentraient et ils me racontaient ce qu'ils avaient fait. Parce que ces jours-là, dans leur regard, je voyais exactement ce que je cherchais à créer. Des gens qui avaient touché quelque chose de réel. Alors dans cette vidéo, j'ai envie de te présenter 5 mécanismes à la fois issus de la psychologie, du management et de l'économie. Le premier mécanisme, la première idée, c'est la psychologie du sens. Viktor Frankl est ce que les camps de concentration nous apprennent sur la motivation humaine. Il y a un livre que je considère comme l'un des plus importants écrits sur le sens. Man's Search for Meaning, de Viktor Frankl. Frankl était psychiatre. Il a survécu au camp de concentration nazi, donc Auschwitz et Dachau. Et dans des conditions d'une horreur absolue qu'on peut imaginer, la pire que l'humanité ait connue, il a observé quelque chose. Les prisonniers qui survivaient le plus longtemps n'étaient pas nécessairement les plus forts physiquement. C'étaient ceux qui avaient trouvé un sens à leur souffrance, une raison de tenir, un futur à construire, quelque chose ou quelqu'un pour qui continuer. Frankl a développé à partir de là ce qu'il appelle la logothérapie, une approche thérapeutique qui est centrée sur la recherche de sens. Et sa conclusion centrale, elle est radicale. Le sens n'est pas trouvé, il est créé. Il n'existe pas à l'extérieur de toi, de manière préfabriquée en attendant d'être découvert. Il se construit dans tes choix, tes actions, ta façon de répondre aux circonstances de ta vie, même les plus difficiles, même les plus injustes. Et cette idée, dans un contexte pro, elle est profondément transformatrice, parce qu'elle te retire l'excuse de l'attente. Tu n'attends pas que ton travail soit significatif, tu décides de le rendre significatif, ou tu décides de faire autre chose. Ce n'est pas une pensée positive, c'est une responsabilité. Le deuxième mécanisme, c'est la psychologie de la générosité. Pourquoi donner est la stratégie la plus intelligente qui soit. Le psychologue Adam Grant, dans ses recherches sur les comportements au travail, a identifié 3 types de personnes. Les donneurs, ceux qui donnent plus qu'ils ne reçoivent,
les preneurs, ceux qui reçoivent plus qu'ils ne donnent, les équilibristes, ceux qui donnent autant qu'ils reçoivent. Et voilà ce que ces données montrent. Les donneurs se retrouvent aux deux extrémités du spectre du succès. Certains sont les moins performants parce qu'ils donnent sans discernement jusqu'à l'épuisement. J'en ai fait partie. Mais les plus performants, dans presque tous les secteurs étudiés, sont aussi des donneurs. Et la différence entre les deux, les donneurs qui réussissent ne donnent pas sans limite. Ils donnent avec intention, avec discernement, en choisissant à qui, quand et comment. C'est exactement ce que j'ai appris. Mon cœur de lionne est d'une générosité sans limite avec les gens que j'aime et les gens qui partagent cette énergie. Mais quand je vois des gens qui ne veulent que prendre, abuser, consommer, je suis un mur froid. Et ce n'est pas de la dureté, c'est de la sagesse. La générosité sans discernement s'épuise. La générosité avec discernement se multiplie. La troisième idée dont j'ai envie de parler dans cette vidéo, c'est l'économie du don. Et ce qui, à mon sens, ce que le monde moderne a oublié. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas dans notre monde d'aujourd'hui. Et je vais le dire clairement. Les gens prennent avant de donner. Les gens consomment et jettent des produits, des ressources, des relations sans aucun respect pour l'humain ou pour la terre. Et ce n'est pas un jugement moral, c'est juste un diagnostic économique. L'économie néoclassique traditionnelle repose sur un postulat, l'homo economicus, l'être humain rationnel qui maximise son intérêt personnel. Chaque décision économique est supposée être motivée par l'intérêt propre. Donne pour recevoir, investit pour un retour, contribue pour un bénéfice. Mais des économistes comportementaux comme Daniel Kahneman, Amos Tversky et plus récemment d'autres chercheurs comme Ernst Fehr ont montré quelque chose de différent. Les êtres humains ne sont pas des maximisateurs d'intérêt personnel pur, ils sont profondément influencés par des normes sociales, par le sens de la réciprocité, par une disposition naturelle à la coopération, quand l'environnement le favorise. Des études en économie expérimentale, notamment le jeu de l'ultimatum et le jeu du bien public, montrent systématiquement que les gens sont prêts à se sacrifier économiquement pour punir un comportement injuste ou récompenser un comportement généreux. Nous ne sommes pas programmés pour prendre, nous sommes programmés pour coopérer. Mais le système économique dominant a progressivement récompensé les comportements de prise, la croissance à court terme, l'extraction de valeur, la maximisation du profit trimestriel, au détriment des comportements de contribution. Et on voit le résultat. Dans les organisations, on a des cultures toxiques où chacun protège son territoire. Dans les marchés, on a une extraction de ressources sans considération pour les générations futures. Dans les relations pro, un networking calculateur où chaque connexion est évaluée à l'aune de ce qu'elle peut rapporter. Et ce que je crois profondément et ce que la science commence à documenter, c'est que le modèle du don n'est pas naïf, il est plus efficace sur le long terme. Les entreprises avec une culture de contribution où les gens donnent sans calcul immédiat génèrent plus d'innovation, plus d'engagement, plus de loyauté. Les leaders généreux attirent des talents que les leaders calculateurs ne peuvent pas retenir. Les organisations socialement engagées, pas par marketing mais par conviction, construisent des communautés autour d'elles que l'argent ne peut pas acheter. Et ce n'est pas de l'idéalisme, c'est de la stratégie long terme. Alors la quatrième idée de cette vidéo, c'est le management humain et pourquoi le sens est le levier le plus sous-exploité aujourd'hui en entreprise. En management, on a longtemps cru que la motivation était principalement extrinsèque. Le salaire, les bonus, les avantages, la promotion. Donne à quelqu'un une carotte assez grosse et il travaillera. Mais les recherches en psychologie organisationnelle ont progressivement démoli cette idée. Edward Deci et Richard Ryan, dont on a déjà parlé dans une vidéo précédente, ont montré que la motivation intrinsèque est non seulement plus durable que la motivation extrinsèque. Elle est aussi plus créative, plus résiliente et plus satisfaisante. Et au cœur de la motivation intrinsèque, il y a le sens, le sentiment que ce qu'on fait contribue à quelque chose qui dépasse soi. Une étude publiée dans le Journal of Organizational Behavior a montré que les employés qui trouvent du sens dans leur travail sont 1,7 fois plus engagés et 2 fois moins susceptibles de quitter leur entreprise. Pas parce qu'ils sont mieux payés, parce qu'ils ont l'impression que ce qu'ils font compte. Et voilà pourquoi j'ai donné 12 jours de congés sociaux à mes employés. Pas par altruisme pur, même si c'est une valeur que je porte, parce que j'avais compris quelque chose intuitivement que la science confirme. Quand quelqu'un touche quelque chose de réel, quand il aide, quand il contribue, quand il donne sans calcul, il revient au travail différent. Plus engagé, plus créatif, plus humain dans ses interactions. Le sens ne se décrète pas dans une réunion de direction, il se cultive dans les conditions qu'on crée pour que les gens puissent le vivre.
La 5e idée, donne plus que tu ne prends. Pour moi, c'est juste un principe de vie et de business. C'est mon principe à chaque instant, il est très simple. Donne plus que tu ne prends. C'est pas un slogan, c'est un critère de décision. Quand je rencontre quelqu'un, est-ce que cette relation crée plus de valeur qu'elle n'en consomme? Quand je lance un projet, est-ce qu'il contribue à quelque chose de plus grand que mon propre bénéfice? Quand je prends une décision business, est-ce qu'elle laisse les gens, l'environnement, le système dans un meilleur état qu'avant? Ce principe a une conséquence directe sur qui j'accepte dans ma vie et dans mes projets. Les gens qui prennent sans donner, qui consomment l'énergie, les ressources, la bonne volonté des autres sans réciprocité, je les élimine. Pas avec colère, avec clarté. Parce que j'ai appris que la générosité a besoin d'un écosystème pour prospérer. Elle ne survit pas dans un environnement d'extraction permanente. Construire avec des gens qui partagent cette énergie, cette conviction que donner est plus puissant que prendre, c'est la décision la plus stratégique que j'ai jamais prise. En termes de satisfaction personnelle, en termes de qualité des relations, en termes de résultats business aussi. Parce que les partenariats fondés sur la contribution mutuelle durent. Ils résistent aux crises. Ils créent de la confiance qu'aucun contrat ne peut fabriquer. Alors maintenant, sachant ces 5 idées, comment créer du sens au quotidien? Je vais vous proposer quelque chose de très concret. Le sens ne se trouve pas dans les grandes décisions. Il se construit à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau micro, les toutes petites décisions quotidiennes. Est-ce que ce que je fais aujourd'hui est aligné avec ce que je valorise? Est-ce que j'ai donné quelque chose, une idée, un temps, une attention vraie, sans attendre de retour immédiat? Toutes ces micro-décisions s'accumulent et elles forment la texture de ta vie professionnelle. Le deuxième niveau, le méso, les projets, les relations. Est-ce que les projets dans lesquels je m'investis contribuent à quelque chose que je trouve important? Est-ce que les gens avec qui je travaille partagent une vision de la contribution qui ressemble à la mienne? Le niveau méso, c'est celui où le sens devient collectif, où il se multiplie par la coopération. Le troisième niveau, le macro, la vision globale. À quoi est-ce que je veux avoir contribué dans 10 ans? Pas construit pour moi, contribuer au monde. Cette question-là, posée régulièrement, va recalibrer tout le reste. Elle te rappelle pourquoi tu fais ce que tu fais. Et les jours où la réponse n'est plus claire, c'est le signal que quelque chose a besoin d'être réaligné. Il y a une phrase de Viktor Frankl que je veux te laisser. Ce qui compte n'est pas ce que nous attendons de la vie, mais ce que la vie attend de nous. Je l'interprète comme ça. Le sens n'est pas une réponse à ta question « qu'est-ce que je veux ?» C'est une réponse à la question « qu'est-ce que le monde a besoin que tu fasses avec ce que tu es, là où tu es, maintenant ?» Et même si ces 2 questions ont l'air similaires, elles mènent à des endroits qui sont radicalement différents. La première te centre sur toi. La deuxième te connecte à quelque chose de plus grand. Et dans cette connexion, dans ce moment où ce que tu fais rejoint ce dont le monde a besoin, c'est là que le sens apparaît. Pas comme une révélation soudaine, mais comme une évidence progressive. Celle que j'ai ressentie en distribuant des repas enfants avec mes parents. Celle que je ressens encore aujourd'hui en siégeant au conseil d'administration de cette ONG. Celle que j'ai vue dans les yeux de mes employés qui rentraient de leurs jours de congés sociaux. Le sens ne se trouve pas, il s'allume quand tu fais quelque chose qui dépasse ta propre histoire. Alors avant de fermer cette vidéo, je te propose 3 choses concrètes. La première, ce soir, pose-toi cette question par écrit. Dans ma vie professionnelle en ce moment, est-ce que je donne plus que je ne prends? Ou est-ce que je prends plus que je ne donne? Honnêtement, sans te juger, juste observer. La deuxième, identifie une chose, juste une, que tu pourrais faire cette semaine pour contribuer à quelque chose qui dépasse ton propre bénéfice. Pas grand, pas compliqué. Un appel à quelqu'un qui en a besoin, 1 heure donnée à un projet qui compte, une compétence partagée sans contrepartie. Et fais-la. La troisième, pose-toi la question du macro. Dans 10 ans, à quoi est-ce que je veux avoir contribué dans le monde? Pas construit pour moi, contribuer. Et écris ce qui vient sans censure. Parce que cette réponse-là, même imparfaite, même floue, est le début de ta boussole. Et si tu veux un cadre pour construire une vie professionnelle qui a du sens, vraiment, pas juste en théorie, j'ai créé quelque chose pour toi. Un parcours gratuit de 30 jours pour reprendre la direction de ta vie professionnelle. Construit sur l'idée que le travail n'est pas juste un moyen de gagner sa vie, c'est un moyen de contribuer à la tienne et à celle des autres. Le lien est en description. Dans la prochaine vidéo, on parle de quelque chose intimement lié. Pourquoi tu attends encore? Est-ce que cette attente te coûte vraiment? À très vite. Bye.